Chapitre 6. Le déjeuner se composa de plats froids et fut rapidement expédié. Une demi-vedette de cinéma devait ouvrir les réjouissances à 2h30. Le temps, qui avait paru menaçant, s'améliora et, dès 3h, la fête battait son plein. Les visiteurs arrivaient nombreux et des autos stationnaient d'un côté de la grande avenue. Les étudiants venant de l'auberge de jeunesse formaient des groupes et causaient à haute voix en langue étrangère. Ainsi que Mrs. Masterton l'avait prédit, Lady Stubbs était sortie de sa chambre, à 2h30 précises, vêtue d'une ample robe mauve et coiffée d'un gigantesque chapeau de paille noire. De nombreux joyaux ornaient son cou, ses bras, ses mains. Miss Brevis murmura avec ironie. « Elle se croit dans la tribune royale aux courses, je suppose. » Mais Poirot complimenta la jeune femme. « Quelle ravissante toilette, madame !»« Elle est gentille, n'est-ce pas ? Je l'ai portée à Ascot. » Mais l'actrice arrivait, et Lady Stubbs alla au-devant d'elle. Poirot se mit à errer sans objet précis. Tout lui paraissait se dérouler normalement. Sir George présidait gaiement un tir aux noix de coco, un jeu de quilles et un youpala. Divers comptoirs offraient des légumes, des fruits, des confitures, des gâteaux. D'autres étaient chargés de bibelots. Il y avait des loteries de cakes et des paniers pleins de fruits, voire même de plus gros lots. Un cochon notamment. Une pêche miraculeuse était réservée aux enfants. Parmi ceux-ci, une représentation de danse costumée était en cours. Poirot ne vit pas Mrs. Oliver, mais aperçut Lady Stubbs qui se promenait à travers les divers groupes. Toutefois, la personne la plus recherchée lui parut être Mrs. Folliot, qui, transformée par une élégante robe de foulard bleu, coiffée d'un chapeau gris fort chic, présidait à tout, recevait les arrivants et leur indiquait les diverses attractions. Poirot s'approcha d'elle pour écouter les conversations. « Chère Amy, comment vous portez-vous ? Ah, Pamélia, comme vous êtes gentil d'être venu, et Edouard aussi. Tiverton est vraiment loin. Le temps se montre clément à votre égard. Vous souvenez-vous de l'année avant la guerre ? L'orage a éclaté juste à 4h et a tout fait rater. Oui, mais cette année, l'été n'a pas cessé d'être beau. Oh, Dorothy, il y a un siècle que je ne vous avais pas vu. Nous avons tenu à venir voir Nass dans sa splendeur. Je constate que vous avez fait couper les roseaux du bord de l'eau. Oui, les hortensias sont plus en valeur, ne trouvez-vous pas ? Ils sont superbes. Quel beau bleu. Ma chère, vous avez fait des miracles en un an. Nass reprend son allure d'autrefois. Le mari de Dorothy dit d'une voix basse. Je suis venu voir le commandant pendant la guerre. Ce souvenir me brise le cœur. Mrs. Folliot se détourna pour accueillir une personne plus modeste. Je suis heureuse de vous voir, Mrs. Knapper. Est-ce Lucie ? Comme elle a grandi ? Elle quittera l'école l'année prochaine. Bien contente de vous trouver si bonne mine, madame. Merci, oui, je me porte très bien. Lucie, va tenter ta chance au Youpala. Je vous reverrai tout à l'heure dans un temps du thé, Mrs. Knapper, car je dois aider à servir. Un homme âgé, Knapper sans doute, murmura timidement. « Sommes heureux de vous revoir à la Nass, madame. On pense aux jours d'autrefois. » La réponse de Mrs. Folliot fut noyée par les effusions de 2 femmes et d'un gros homme rougeau qui se précipitait vers elle. « Eh, mi chérie, une éternité que nous t'avons pas rencontré. Cette kermesse paraît être un énorme succès. Dis-moi ce que tu as fait dans la roseraie. Muriel m'a affirmé que tu l'as garnie avec les dernières nouveautés. » Le gros homme interrompit. « Où est Marilyn Gale ? Reggie meurt d'envie de la rencontrer. Il a vu son dernier film. » Ce doit être elle, coiffée de ce grand chapeau. Tudieu, quelle toilette ! Voyons, chérie, c'est Hattie Stubbs. Amy, tu ne devrais pas lui permettre de s'habiller comme un mannequin. Amy ? Une autre femme saisissait le bras de la vieille dame. Voici Roger, le fils d'Édouard. Cher, c'est délicieux de vous retrouver à Nass. Poirot s'éloigna lentement et prit sans y réfléchir un billet qui pouvait lui faire gagner le cochon.
Le refrain « Comme vous êtes gentil d'être venu » lui parvenait encore aux oreilles. Il se demandait si Mrs. Folliot se rendait compte à quel point elle s'était octroyé le rôle de maîtresse de maison, ou si elle agissait inconsciemment. Ce jour-là, elle était nettement la châtelaine de Nass. Il se retrouvait devant la tente à l'extérieur de laquelle on lisait « Madame Zuleika vous dévoilera votre avenir pour 30 francs ». On n'y faisait plus la queue, le goûter commençant d'être servi à côté. Poirot baissa la tête, entra, paya volontiers sa quote-part pour le simple plaisir de s'asseoir. Madame Zuleika était vêtue d'une longue robe noire, d'une écharpe dorée qui lui entourait la tête et d'un voile qui lui couvrait la partie inférieure du visage. Cela étouffait quelque peu sa voix. Un bracelet d'or auquel de nombreux fétiches étaient attachés teintait à son bras. Elle saisit la main de Poirot, lui prédit beaucoup d'argent à venir, le succès auprès d'une belle brune et un accident auquel il échapperait miraculeusement. « Tout cela est fort agréable, répondit-il. Je regrette seulement que ce ne soit pas vrai. »« Oh, dit Peggy, vous m'avez donc reconnu ?»« Mrs. Oliver m'avait mis à la page. Elle m'a dit que vous deviez d'abord être de cadavre, mais qu'on avait préféré vous changer en voyante. »« Je regrette la première incarnation. J'aurais été bien plus tranquille. C'est la faute de Jim Warburton. Est-il 4 heures ? Je veux monter et j'ai congé de 4 heures à la demie. »« Il s'en faut de 10 minutes, répondit Poirot en consultant son vieil oignon. Voulez-vous que j'aille vous chercher une tasse de thé ? Non, non, j'ai besoin d'un répit. Cette tente est trop chaude. Y a-t-il encore beaucoup de clients qui attendent ? Non, je crois qu'ils font la queue pour goûter. Parfait. Poirot sortit et fut immédiatement harponné par une femme énergique qui lui fit payer 5 francs pour deviner le poids d'un gâteau. Après quoi, dans un autre jeu, il gagnait une grosse poupée. Et tandis qu'il s'éloignait assez gêné, il rencontra Michael Weiman, assis au bord d'un chemin conduisant au quai. « Vous paraissez vous amuser, monsieur Poirot, » dit l'architecte en riant. « Elle est affreuse, n'est-ce pas ?» répondit-il en contemplant la poupée. Puis, un enfant s'étant mis à pleurer, il la lui mit dans les bras au moment où Warburton annonçait dans un grand mégaphone « Grand concours de costumes d'enfants, première série de 3 à 5 ans, en rang s'il vous plaît. » Poirot se rapprochait de la maison lorsqu'il fut cogné par un jeune homme qui reculait pour viser une noix de coco et qui portait la chemise décrite par Sir George. Toutes les variétés de tortues et de monstres marins semblaient y ramper. La jeune Hollandaise, qui l'avait convoyé la veille, l'accosta et il lui demanda « Vous avez pu venir à la fête ? Et votre amie ?»« Oh, elle venir aussi, mais moi pas l'avoir encore vue. Nous partir par le bus à 5h15 jusqu'à Torquay, ou moi prendre un autre pour Plymouth. C'est comme beau d'être. » Poirot s'expliqua pourquoi elle ployait sous la charge d'un énorme sac à dos. « J'ai vu votre amie ce matin. »« Oui, Elsa, une Allemande avec elle était. Elle voulait repasser par les bois pour aller au quai et à l'eau. Le monsieur qui la maison possède très en colère et les chasser. » Elle tourna la tête vers l'endroit où Sir George attirait les concurrents vers un jeu, et ajouta « Mais à présent, lui très poli. » Poirot s'apprêtait à lui expliquer qu'il existait une différence entre les jeunes personnes qui n'avaient aucun droit de passage dans une propriété privée et les mêmes autorisées, après paiement, à jouir de la kermesse. Mais Warburton et son mégaphone l'en empêchèrent. Le capitaine avait chaud et paraissait ennuyé. « Avez-vous vu Lady Stubbs ? Elle devait juger le concours de costumes et je ne la trouve nulle part. »« Je l'ai vue, voyons, il y a une demi-heure. Mais depuis, je suis allé me faire dire la bonne aventure. »« Maudite créature !» reprit Warburton furieux. « Où peut-elle être ? Les enfants attendent et nous sommes déjà en retard sur notre horaire. » Il regarda autour de lui et ajouta « Où est Amanda Brewis ?» Celle-ci n'était pas visible non plus. « C'est trop fort. Il faut être épaulé quand on tente de diriger une fête. Ou peut-être Hattie. Peut-être est-elle rentrée dans la maison. » Il s'éloigna rapidement. Poirot se glissa vers l'espace entouré de cordes où l'on servait le thé sous une grande tente.
mais il y avait une énorme queue et il se décida à revenir plus tard. Il regarda le comptoir d'objets divers, où une vieille dame essaya de lui vendre une boîte à colle en matière plastique, et parvint enfin à gagner un endroit où il pouvait avoir une vue d'ensemble de la fête. Il se demandait où était Mrs. Oliver, quand un bruit de pas lui fut tourné la tête. Un jeune homme arrivait par le sentier qui conduisait au quai. Très brun, il était fort élégamment vêtu d'un costume de yacht. Le tableau qui se déroulait devant lui parut le déconcerter. Et il s'arrêta, puis il s'adressa à Poirot en hésitant. « Veuillez m'excuser, est-ce bien ici la maison de Sir George Stubbs ?»« Certainement, répondit son interlocuteur, qui ajouta « Seriez-vous le cousin de Lady Stubbs ?»« Je m'appelle Étienne de Souza. Et moi Hercule Poirot. » Tous deux s'inclinèrent, et Poirot expliqua au nouveau venu qu'il arrivait en pleine kermesse de charité. Comme il achevait, Sir George traversa la pelouse et s'approcha. « De Souza, ravi de vous voir. Hattie a reçu votre lettre ce matin. Où est votre yacht ?»« Ancré à Helmouth. Je suis venu jusqu'au quai dans mon canot à pétrole. Il faut que nous cherchions Hattie. Elle est quelque part dans le jardin. J'espère que vous dînerez avec nous ce soir. Vous êtes fort aimable. Pouvons-nous vous offrir l'hospitalité ? Cette offre est tout à fait charmante, mais je coucherai à bord, ce sera plus simple. Resterez-vous longtemps dans nos parages ? 2 ou 3 jours, cela dépendra. Je suis certain que ma femme va être ravie. Mais où est-elle ? Je l'ai aperçue il n'y a qu'un instant. Stubbs regarda autour de lui d'un air perplexe et reprit. Elle devrait être occupée à juger le concours des costumes enfantins. Excusez-moi un instant, je vais m'informer auprès de Miss Brewis. Il s'éloigna en hâte, et l'étranger le suivit des yeux. Poirot demanda. Vous n'avez pas vu votre cousine récemment ? Étienne de Souza haussa les épaules. Pas depuis qu'elle avait 15 ans. Peu après, on l'a envoyée en pension dans un couvent, à Paris. Étant fillette, elle promettait d'être jolie, acheva-t-il en regardant Poirot d'un air interrogateur. C'est une femme superbe. Et ce monsieur est son mari ? Il me paraît être ce qu'on appelle un brave type. Pas très distingué. D'ailleurs, Hattie ne pouvait sans doute pas faire mieux. Poirot prit une attitude poliment étonnée. L'autre se mit à rire. Oh, ce n'est pas un secret. À 15 ans, Hattie était peu développée intellectuellement, faible d'esprit, comme on dit. Elle est toujours pareille ? En apparence, tout au moins, répondit prudemment Poirot. Ah, bien. En somme, pourquoi exiger qu'une femme soit intelligente ? Ce n'est pas nécessaire. Sir George revenait, en grognant, accompagné de Miss Brewis, qui lui parlait d'une voix essoufflée. J'ignore où elle est. La dernière fois que je l'ai aperçue, elle se trouvait près de la tente de la devineresse. Mais il y a au moins 20 minutes, ou une demi-heure. Elle n'est pas dans la maison. Lady Stubbs ne serait-elle pas allée voir où en est la course au crime de Mrs. Oliver ? Suggéra Poirot. Le visage de Stubbs se dérida. C'est probable, mais je ne puis abandonner les jeux que je dirige et Amanda est surchargée. Vous serait-il possible de faire un tour, monsieur Poirot ? Vous connaissez l'itinéraire ? Le criminologiste l'ignorait, mais Miss Brewis lui fournit quelques indications. Passez par le court de tennis, le jardin des camélias, la folie, l'enclos des boutures et la remise à bateau. Lorsque Poirot longea le jeu de massacre, il remarqua avec ironie que Sir George offrait des balles avec le plus aimable sourire à la jeune italienne qu'il avait chassée le matin, et ce changement d'attitude paraissait étonné. En arrivant au court de tennis, il n'y trouva qu'un vieux monsieur qui dormait à poing fermé, son chapeau enfoncé sur les yeux. Poirot rebroussa chemin et se dirigea vers le jardin des camélias. Mrs. Oliver, vêtue de rouge, était assise dans un fauteuil d'osier et avait l'air inquiet.
Elle lui fit signe d'approcher. « Voici seulement le second indice, souffla-t-elle. Je crains qu'il ne soit trop difficile, car personne n'est encore venu. » Au même instant, un jeune homme en short, à la pomme d'Adam proéminente, se montra, poussa un cri de triomphe, courut vers un arbre et clama sa joie. En croisant Poirot et Mrs. Oliver, il leur cria gaiement. Beaucoup de gens ignorent les chênes lièges. Le premier indice consistait en une photographie adroitement présentée, mais j'ai reconnu le filet de tennis. Il y avait une bouteille de poison et un bouchon. La plupart des concurrents cherchent la fiole, mais j'ai deviné que c'était un trompe-l'œil. Les chênes lièges sont rares dans ce pays. Toutefois, je m'intéresse aux plantes exotiques. Seulement, où faut-il aller maintenant ? Il étudia en fronçant les sourcils le carnet qu'il tenait à la main. J'ai copié l'indice suivant, mais je ne le vois pas. Est-ce que vous cherchez aussi ? Ajouta-t-il en les dévisageant d'un air soupçonneux. Oh non, répondit la romancière. Nous regardons, voilà tout. Parfait. Quand une jolie femme incline vers la folie, il me semble avoir déjà entendu cette phrase. C'est une citation bien connue, dit Poirot, et Mrs. Oliver ajouta. Une folie peut aussi être une construction, blanche et ornée de piliers. Quelle bonne idée, merci mille fois. On dit que Mrs. Ariane Oliver est par ici. Je voudrais lui demander un autographe. L'auriez-vous vu par hasard ? Non, répondit celle-ci. J'aimerais la connaître, elle écrit de fameuses histoires. Mais on prétend qu'elle boit comme un trou, ajouta-t-il en baissant la voix. Il partit en courant, et Mrs. Oliver, indignée, s'écria. Par exemple. Quelle injustice, alors que je ne bois que de la limonade. N'avez-vous pas été injuste aussi en donnant une indication à ce garçon ? Comme il est le seul à avoir compris jusqu'ici, j'ai jugé qu'il méritait un encouragement. Cependant, vous n'avez pas voulu lui donner d'autographe. C'est différent. Chut, voici quelqu'un d'autre. Mais ce n'étaient pas des concurrents. Deux jeunes femmes qui avaient payé leur entrée étaient décidées à en avoir pour leur argent en visitant la propriété tout entière. Mais elles avaient chaud et étaient désappointées. L'une d'elles déclara « Je pensais qu'il y aurait de belles corbeilles à fleurs, mais non, des arbres, encore des arbres. Je n'appelle pas cela un jardin. » Mrs. Oliver donna un coup de coude à Poirot et tous deux s'éclipsèrent. « Qu'arrivera-t-il si personne ne découvre la victime ?» demanda la romancière. « Patience et courage, madame. La journée n'est pas achevée. » « C'est vrai, répondit-elle avec espoir. Puis, après 4h30, le prix d'entrée sera baissé de moitié et il est probable que les gens accourront en masse. Allons voir comment la jeune Marlène se tire de son rôle. Je n'ai guère confiance en elle, car elle ne se rend pas compte de ses responsabilités. Je ne serais pas étonné si elle oubliait son rôle et allait goûter. Vous savez combien les Anglais tiennent à leur thé. Les deux amis continuèrent à longer le sentier, et Poirot éleva une critique contre le parc. Je trouve cette propriété mal dessinée. Il y a tellement de chemins qu'on ne sait jamais où l'on va, sans compter une abondance d'arbres. Vous parlez comme la femme désappointée que nous avons entendue tout à l'heure. Ils passèrent devant la folie et empruntèrent le sentier en zigzag qui conduisait à la rivière. Au-dessous d'eux, on apercevait la remise à bateau. Ce serait gênant, fit observer Poirot, si les concurrents arrivaient là par hasard et y trouvaient le cadavre. Par un raccourci ? J'y avais pensé. C'est pourquoi le dernier indice se compose simplement d'une clé sans laquelle on ne peut ouvrir la porte, qui est munie d'une serrurière et qui ne s'ouvre que de l'intérieur. Une rampe escarpée menait à la porte de la remise, qui était construite sur la rivière, comportait un petit wharf et, au-dessus, un espace où logeaient les embarcations. Mrs. Oliver prit une clé dans sa poche et ouvrit. « Nous sommes venus vous distraire, Marlène, annonça-t-elle gaiement. Elle éprouvait quelques remords car la fillette jouait son rôle en conscience, étendue qu'elle était là sous la fenêtre. Elle ne répondit pas, ne bougea pas davantage, et le vent, qui soufflait grâce à la fenêtre ouverte,
agita une pile de journaux illustrés posés sur la table. « Parfait, » reprit Mrs. Oliver avec impatience. « Il n'y a que Poirot et moi, personne n'a encore déchiffré les indices. » Son compagnon fronça les sourcils. Il l'écarta doucement, se pencha sur le corps, étouffa un cri et regarda Mrs. Oliver et dit « Ce que vous aviez prévu est arrivé. »« Quoi ?» répondit-elle, les yeux exorbités. « Ce n'est pas possible, elle n'est pas morte. »« Si, et il n'y a pas longtemps. »« Mais, comment ?» Poirot souleva le coin du foulard de couleur vive qui entourait les extrémités d'une cordelette. « Comme je l'avais imaginé, balbutia-t-elle. Mais qui et pourquoi ? Voilà la question, répliqua le criminologiste.